Roger Le Gall. Je ne suis pas du tout alcoologue ni addictologue. Je fais partie de l'Académie de médecine et je travaille avec le professeur Jory. Je suis dans le conseil scientifique de son étude. Et puis d'autre part, je suis un admirateur, comme vous tous, du professeur Amezen. Donc je pense que pour cette conférence de presse qui est ouverte à tout le monde, mais spécialement aux journalistes, bien entendu, ceux qui veulent prendre la parole lèveront la main et je leur donnerai la parole. Il faudrait qu'ils se nomment et disent à quel média ils appartiennent. Ça serait plus simple. Et puis, je pense faire cette conférence de presse en distinguant plusieurs sujets. Et le premier étant bien entendu les études. Les études, donc on a entendu le professeur Jory sur l'étude Bacloville, Michel Reynaud sur l'étude Alpadir, Renaud de Beaurepaire sur les autres études, et la sienne en particulier. Donc je pense qu'on va commencer par les études et vous pouvez donc poser des questions. Je dirais, normalement ça dure 1 heure ou un petit peu plus. Je dirais pendant 20 minutes ou un peu plus sur les études proprement dites. Donc qui veut poser des questions ? S'il vous plaît. Je ne vois personne. C'est donc que les études sont parfaitement claires. Ben, je vais en poser une moi-même alors. Je voudrais demander aux auteurs de ces études, aux directeurs de ces études, qu'en est-il de l'arrêt du baclofène, de la fin du baclofène ? Est-ce que les malades qui sont guéris doivent continuer à prendre du baclofène à vie, peut-être en diminuant la dose, ou bien est-ce qu'ils peuvent se passer de baclofène complètement et rester abstinents ou avec une consommation raisonnable ? Donc on peut... Philippe Jory peut-être ? Si on veut une réponse rigoureusement scientifique, on ne peut pas répondre. C'est-à-dire que nos études arrêtent le baclofène une fois que l'étude est terminée et le patient revient dans une autorisation de prescription classique et c'est libre au médecin et à lui de décider si on continue ou pas le traitement. Après, je pense que nous n'avons pas de données, et elles sont en plus sûrement très variables selon les patients, pour savoir quels patients peuvent arrêter. C'est comme pour la méthadone, on ne sait toujours pas. La méthadone et le Subutex, c'est pourtant Dieu sait s'il y a des années que nous prescrivons et qu'il y a eu des études. Il y a des patients qui ont besoin de continuer à vie. C'est comme d'ailleurs pour les substituts nicotiniques, et d'autres qui ont vraisemblablement une addiction moins grave et qui reprennent une possibilité de contrôle. Les études, les recherches suivantes devront vraisemblablement nous amener à savoir quels sont les patients qui ont repris le contrôle. Vraisemblablement, au fur et à mesure qu'on connaît mieux le fonctionnement cérébral et qu'on a des outils d'analyse du fonctionnement cérébral, on arrivera, j'imagine, à savoir, avec des techniques de stimulation, pour stimuler le craving et pour donner envie, ça se fait de façon expérimentale, savoir si les patients ont repris ou pas le contrôle. Mais pour le moment, il n'y a pas de réponse sérieuse. Catherine va intervenir. Oui, je voudrais vous faire remarquer que le décalage entre la pratique où Alain Veil nous a dit qu'il y avait 68 000 personnes qui avaient pris du baclofène en 2007. 2007, c'est quand même il y a déjà pas mal d'années, et qu'on n'a aucune idée sur le suivi à long terme de cette prescription. Donc on est dans une ignorance en matière de pharmacovigilance qui est absolument incroyable. Je veux dire, il y a un énorme décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on surveille. On dit il faudrait faire des études, etc. Mais les données, elles devraient être là et elles manquent absolument. Et ça illustre parfaitement le système de non-vigilance qui est la règle aujourd'hui. Merci. Alors, Philippe Jory. Oui, dans notre étude, quand la levée d'aveugle se fait, c'est-à-dire au bout d'un an, le patient, il va avoir le choix. Donc, soit il est sous baclofène, il va bien, on va lui proposer de continuer hors AMM. Enfin, il y aura une ATU, donc une RTU, donc finalement il va continuer sous RTU, mais il peut aussi dire qu'il ne veut pas continuer. Soit il va
S'il est sous placebo et qu'il va bien, vous savez qu'il y a à peu près 20% de patients qui iront bien sous placebo. On va pas leur dire maintenant on va vous mettre sous baclofène. On va certainement lui dire c'est formidable, vous n'avez pas besoin de médicaments, pas besoin de baclofène, et on va pas continuer le placebo parce qu'on peut pas. Bon, donc ça c'est pour l'étude. Donc c'est prévu, on a bien sûr prévu. En plus, M. Maraninki nous demande de continuer. Donc la NSM a demandé à ce que 12 mois, qu'on continue à suivre pendant 2 mois, et maintenant il veut plus, c'est-à-dire pendant 1 an, c'est-à-dire 2 ans, tous les patients, ce qui va poser un problème de budget, évidemment, parce que fabriquer, c'est pas évident. Alors pour répondre, deuxième partie de la question, par rapport en dehors des études, c'est vrai que nous avons des cohortes de patients, des suivis de patients sur 5 ans maintenant. Renaud de Bourpère a publié donc sur 2 ans. Moi j'ai une cohorte sur 3 ans qui est en train d'être terminée. Donc on va avoir des chiffres sur 3 ans, même sur 4 ans. Donc mais bon, après vous savez ce que c'est pour publier, il faut écrire l'article, il faut la proposer, vous savez ce que c'est comme c'est long. Mais on a la première qu'on a publiée avec Laurent Rigal, donc c'est une étude avec Renaud de Bourpère, les patients de Renaud de Bourpère et les miens sur 1 an. C'est évidemment cette cohorte, elle continue. Et moi, on voit qu'à 3 ans, les résultats concordent toujours et ça se maintient. Alors, par rapport à ce que dit Michel Reynaud sur la continuité, c'est comme pour la méthadone. Je me rappelle très bien en 95 et 96, quand est sortie la méthadone, en ville, et la buprénorphine, et la première question qu'on nous posait, est-ce que c'est à vie? C'est jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on arrête? Oui, quand est-ce qu'on arrête l'insuline? Et peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'était en 95 et on est 20 ans, presque 20 ans après, on n'a toujours pas cette réponse. Donc, moi, je veux dire que pour le baclofène, certains pourront arrêter et d'autres non. Mais on ne sait pas combien, on ne sait pas qui. Donc, on va faire des études, mais on a fait beaucoup d'études sur la méthadone. Je sais qu'il y a la spécialiste de la méthadone tout en haut de l'amphi, là, qui pourra peut-être nous dire que ce qu'il en est. Mais actuellement, mes patients sous méthadone de 1995, 9 sur 10 le sont toujours. Mais est-ce que à votre avis, demande ça aussi à... Pardon ? Est-ce que, à votre avis, en particulier aussi à l'avis de Renaud de Bourpère, est-ce que c'est dangereux de continuer à prendre du baclofène toute sa vie? Je crois qu'on pourrait tous répondre à la même chose. Hein. Il n'y a aucun danger à continuer, que je sache, puisque le baclofène a été commercialisé en neurologie il y a 40 ans, et qu'on n'a jamais vu que ce soit un problème que des patients neurologiques prennent du baclofène pendant 40 ans. Donc il y a aucune toxicité du baclofène. En neurologie, c'est souvent difficile de diminuer les doses, je crois, à des seuils qui ne sont plus thérapeutiques. Mais pour ce qui concerne l'alcool, la conduite du traitement consiste à monter les doses jusqu'à l'indifférence et ensuite, après quelque temps, diminuer les doses. Et puis, il y a des essais de diminution des doses itératifs. Soit les patients ont de nouveau envie de boire et réaugmentent un peu les doses, mais généralement à des niveaux moins élevés qu'à l'origine, soit ils ont plus envie de boire, et moi j'ai beaucoup de patients qui ont arrêté le baclofène. L'idée de l'alcool, en fait, c'est une histoire de mémoire. Il y a l'intoxication à l'alcool, la dépendance à l'alcool existe parce qu'il y a dans nos systèmes de mémoire une association entre alcool et plaisir qui fait que la dépendance dure, mais que quand après un certain temps de baclofène, l'idée d'alcool est sortie du cerveau, comme toute mémoire, tout le destin de toute mémoire, c'est de disparaître. Chez certaines personnes, ça prend 1 an, chez d'autres, ça prend 10 ans, mais je pense que toutes les personnes qui prennent du baclofène pour l'alcool pourront un jour ou l'autre l'arrêter. D'accord, merci beaucoup. Donc là, la question, je la répète, pourquoi est-ce que on a mis autant de temps à lancer ces études et pourquoi est-ce que la pharmacovigilance semble finalement relativement modeste dans ces études? Est-ce qu'il y a une pression des laboratoires pharmaceutiques? Alors moi, je pense que la pression, elle vient essentiellement du lobby de l'alcool et de la culture de l'alcool en France. On n'arrive pas à avoir en France le chiffre des dommages liés à l'alcool. L'étude de Catherine Hill est sortie, elle a immédiatement été mise en discussion et en critique. Je travaille par ailleurs pour rendre un rapport à la MILT sur l'évaluation des dommages et les stratégies. Obtenir les dommages liés à l'alcool
Pour la route, c'est à peu près possible, mais pour toutes les violences familiales, pour toute la délinquance, c'est plus de la moitié du travail de la police et de la justice, et ça ne se sait absolument pas. Je travaille dans ce thème depuis un certain temps, et ce que j'ai vu m'a extrêmement frappé. Donc il y a un aveuglement sociétal des dommages liés à l'alcool, et je pense que c'est à cause de ça que lorsqu'on a essayé d'avoir le PHRC avec nos petits bras il y a en 2007 avec Michel de Tilleux, ça n'intéressait personne. Mais les experts de toute bonne foi considéraient que c'était pas intéressant, que c'était un médicament qui existait déjà, que l'industriel aurait pu payer. Donc vraiment, moi je crois qu'on est dans un contexte de dénégation, parce qu'il y a d'énormes avantages, pas simplement financiers, il y a énormément de plaisir à boire de l'alcool. Donc c'est le produit le plus dangereux et c'est le produit le plus agréable et le plus large. Et je pense que ça rend très difficilement perceptible et on n'a pas les outils. On a fait un travail sur les hospitalisations liées à l'alcool. Là encore, ça aurait dû être fait par le ministère de la Santé. Les chiffres qu'on a trouvés les ont aussi surpris. Donc on peut multiplier. Quant à ce qui concerne la pression des laboratoires, je pense que plus on aura de médicaments et mieux ça sera. Il y en a un, mais qui était en route avant le baclofène. À ma connaissance, ne fait pas de pression. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Et il y en a un autre qui est en route avec un mécanisme assez proche, c'est le GHB, et assez proche du baclofène, pour lequel un industriel français encore est en cours de demande d'AMM. Et je pense que plus on aura de médicaments avec vraisemblablement des cibles différentes, éventuellement des possibilités d'association, et mieux ça sera pour les malades. Alors, sur le même sujet, Philippe Jory veut répondre, et ensuite il y a M. Ameisen qui a demandé la parole. Oui, je voulais dire que ce qui est très important, ce sont les représentations, et la société française a ces représentations de l'alcool, et les médecins aussi. Et je trouve que les médecins sont en grande partie responsables de cette non prise en charge ou cette banalisation de l'alcool. Nous avons fait une étude ici dans cette faculté, dans le département de médecine générale de Paris-Descartes, sur nos maîtres de stage, donc des médecins qui reçoivent des internes et donc qui a priori sont des médecins compétents. Et sur leur dossier, des audits de dossiers, et 30% des dossiers sont renseignés sur l'alcool. C'est-à-dire que il y a quand même un blocage, c'est-à-dire que les médecins, ils ont un problème pour poser la question. Alors pas les alcoologues, pas les addictologues, mais les médecins généralistes, on a vu qu'ils s'en occupent beaucoup. Quand on sait que 30% des dossiers qui sont remplis, c'est quand même pas grand-chose sur le nombre de patients qui ont des problèmes d'alcool. Une autre étude a montré que 3 patients sur 10 sur une consultation de 30 patients dans la journée, le médecin généraliste verra à peu près 4 à 5 patients qui ont des problèmes liés à l'alcool. Et combien il va en dépister, combien il va s'en occuper. Je veux dire que il y a un problème de représentation, pas seulement. Il y a plein de problèmes en fait finalement. Il faut que la société française change au niveau de ses représentations et que les médecins prennent conscience que c'est un problème de santé publique majeur. Voilà. Je vais retransmettre ce que dit Olivier Ameisen parce que on n'a pas assez de micros, je crois. Donc il nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de prescrire du baclofène, que la pratique des prescriptions de baclofène, même à forte dose, et semble assez banale aux États-Unis, et donc il insiste sur ce fait, et en particulier chez l'enfant. Donc monsieur voudrait des précisions sur la résistance qu'on observe. Il s'adresse à monsieur de Bourpère. Écoutez, c'est un sujet très très polémique. Je ne vais pas commencer à déblatérer contre les laboratoires. J'ai écrit un merveilleux livre là-dessus. Je vous conseille de le lire. Oui, professeur Binet, et puis après madame, pardon. Et est-ce qu'un patient qui prend du baclofène peut conduire? Parce que ça dépend. Il n'y a pas de permis. Il voit pas. Non. Oui. Il a le permis. La question est, on peut la poser autrement. Est-ce que, lorsqu'on prescrit du baclofène, est-ce qu'il faut interdire aux patients de conduire? Interdire, non, mais il faut lui dire qu'il faut faire très attention. Mais je pense que s'il boit, c'est encore pire. Et et on leur interdit pas de conduire. Enfin, on essaye, mais c'est difficile. Donc c'est une question difficile. Et quand vous regardez les boîtes de médicaments, vous verrez qu'il y en a un certain nombre, même un nombre certain, où c'est marqué qu'il est déconseillé de conduire. Et les gens, ils conduisent quand même. Donc je pense qu'avec le baclofène à forte dose, il est déconseillé de conduire. Alors, question, comment évalue-t-on l'efficacité? Voilà, à quel niveau? Par rapport à l'alcool, voilà.
Oui, les essais ne sont pas finis. Alors, on a des chiffres variés en fonction de nos cohortes, en fonction de notre expérience. Et ce que dit Renaud de Beaurepaire est très important, c'est que on a modifié la façon de prescrire depuis qu'on a commencé, parce qu'on s'est rendu compte que donner 3 prises, 60, 3 fois par jour, pour beaucoup de patients, ça n'a aucun intérêt. Qu'il faut moduler la prise, qu'il faut donc. Mais ça, c'est mon ami Pascal Gage qui fera un topo là-dessus tout à l'heure à la reprise. Mais on a modifié, je crois que Renaud a été le premier à le dire, on a modifié la façon de prescrire avec l'expérience, parce qu'on a inventé. Il faut bien se rendre compte que il faut bien que quelqu'un commence, on a inventé la façon de prescrire. Pour moi, c'est 60%. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle l'efficacité. Si l'efficacité, c'est la réduction des risques, on peut arriver à 80%. Si c'est l'abstinence, on arrive à 50%. Pour moi. Mais après, chacun a ses chiffres. Ce qui est quand même énorme. Catherine Hill. Mais si on... Il faudrait regarder, mais on pourrait déjà faire la synthèse des petits essais disponibles et de regarder les essais contre placebo, quel est l'effet moyen dans l'ensemble des données disponibles. C'est faisable, hein. Ça m'étonne que personne n'ait fait une petite méta-analyse sur un coin de table. Vous pouvez la faire. Il n'y a pas d'essai, oui, mais c'est sur 10, 12 patients à 30 mg. Donc, oui, mais... Moi, j'aurai à peu près la même position que Philippe Jory. Ça n'est pas un médicament miracle. Il y a des patients qui ne peuvent pas, qui ne supportent pas les effets secondaires ou pour lesquels ça ne marche pas. C'est une proportion qu'on peut effectivement évaluer à 20-30%. Après, il y a ceux qui arrêtent totalement. Je serais assez proche, mais on est dans des conditions d'essai, donc c'est un petit peu compliqué à affirmer comme ça. C'est pas la même façon que les prescriptions ouvertes avec quelqu'un qui y croit et qui a une alliance forte avec son patient. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile de le dire. Et si on regarde la diminution de consommation, et si on se réfère au fait que c'est désormais admis comme objectif thérapeutique et qu'elle paraît relativement importante, et quand on a vu les chiffres de Catherine Hill, c'est au-delà de 80 grammes jour, c'est-à-dire de 8 verres jour, que la mortalité explose, puisqu'elle est 10 fois plus importante que lorsqu'on est dans même si des doses faibles augmentent la mortalité, elle augmente, il y a 1000, 2000 morts, et l'autre, il y en a plus de 30 000. Donc passer de 10 verres jour à 3 verres jour a vraisemblablement un effet important sur les conséquences, les maladies, mais les conséquences sociales et familiales. Donc est-ce que c'est un succès? Ça dépend si on s'est mis ça comme objectif. Donc je crois là encore, il faut attendre de voir sur des cohortes en aveugle pour avoir une vision précise du bénéfice et des effets secondaires. Ça n'empêche pas que Renaud puisse avoir une position beaucoup plus... Ça fait 30 ans qu'on s'engueule, hein, c'est pas la peine. Bon, une question ici de madame. Bon, c'est une question sur les effets secondaires. Quels sont-ils et quelle en est la fréquence? On va publier dans quelques mois sur 130 patients les effets secondaires de façon très 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 détaillée, puisque on a repéré, on a déjà fait l'étude à partir de quel niveau se passent les effets secondaires, combien de temps ça dure, est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est provisoire, et qu'est-ce qu'on fait quand on a les effets secondaires, est-ce qu'on arrête le traitement, est-ce qu'on diminue, est-ce qu'on donne quelque chose d'autre. Voilà, c'est toutes les possibilités. En gros, la somnolence et l'effet secondaire majeur, je dois dire quand même que depuis que je mets un tampon sur mon ordonnance, attention somnolence, pas de conduite automobile, j'ai beaucoup plus de somnolence. Alors, il faut dire que la suggestion est importante en médecine, et quand on dit ce médicament, il risque de vous donner mal à la tête, et ben l'effet nocebo du placebo, il va marcher. Donc, il n'y a que l'étude qui va pouvoir montrer quelle est la qualité, parce que là, on a des effets secondaires dans l'étude, mais on sait qu'il y en a aussi beaucoup sous placebo. Donc, somnolence. Éventuellement, vous savez, quand les gens ils nous disent la fatigue. Mais moi, dans ma consultation de médecine générale, actuellement, 3/4 des patients viennent me voir en disant je suis fatigué. Ils sont pas tous sur baclofène, loin de là. Donc la fatigue, quelle est la part du placebo et quelle est la part du baclofène? Et puis il y a des cas qu'on a repérés tout de suite de passage en phase maniaque, par exemple hypomaniaque, des problèmes psychiatriques qui sont, je pense, pas très importants, mais qui existent moins qu'avec l'alcool. Je dis toujours ça parce que ça me semble important. Je pense que l'alcool est beaucoup plus toxique que le baclofène. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Il faut qu'on attende des études. Non, les effets secondaires, il y a des vertiges. Alors après,
c'est vrai qu'il y a des façons à ce qu'il y en ait moins, en fonction. C'est pour ça qu'il faut augmenter très doucement, très lentement la dose. Bon, les effets secondaires, il y en a beaucoup plus avec l'insuline ou avec d'autres médicaments. Tous les psychotropes ont des effets secondaires. Donc je crois qu'il faut relativiser. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de vie. Et quand vous voyez des patients qui disent moi évidemment je suis un peu somnolent, j'ai quelques vertiges, mais c'est tellement mieux que quand je prenais de l'alcool, je suis tellement plus vivant, je veux dire que là il n'y a pas photo, je veux dire que il y a des patients qui préfèrent avoir quelques effets secondaires et ne pas se retrouver en prison ou avoir tué quelqu'un à cause de l'alcool. Très bien, merci. D'autres questions sur les essais cliniques? Alors la question est, est-ce qu'on a une idée du mécanisme sous-jacent et pourquoi ça marche? Alors, on ne sait pas. On a un récepteur qui s'appelle le récepteur GABA-B, qui est un récepteur très mystérieux parce que il a été découvert assez récemment, contrairement aux autres récepteurs présents dans le cerveau, parce qu'il est très complexe. Il y a des générations de travail à faire dessus pour comprendre, donc beaucoup d'entre nous ne seront plus là pour le savoir. Un tout petit élément complémentaire, si on essaye de se faire une représentation de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est dépendant, on sait qu'au début, il y a une exaltation des circuits de plaisir, et puis qu'au fur et à mesure qu'on perd le contrôle, on passe non plus des voies de plaisir dopaminergiques, mais à des voies réflexes courtes qu'on considère comme GABAergiques et liées au GABA et à la MPA. Et quand Renaud parlait tout à l'heure de la nécessité de découpler les stimuli qui vous donnent envie et qui excitent votre mémoire, ça passe vraisemblablement par ces circuits courts qu'on considère être GABAergiques et MPAergiques. C'est pour ça vraisemblablement que ça marche et que ça marche dans différentes addictions. Parce qu'on considère que toutes les addictions, c'est le passage de cette voie de plaisir longue, mais très longuement renforcée, une espèce de voie automatique de réponse. C'est soit un besoin intérieur, soit un besoin suscité par un stimuli extérieur, le contexte, l'image de l'alcool, l'odeur, qui donne envie, et ça passe très vite sans être analysable de façon raisonnable et supérieure. Ça pourrait marcher dans d'autres addictions. Alors justement, est-ce que ça marche dans le tabac? C'est tout le monde. Non, tout le monde pose la question. Non, bien sûr que non. Alors non. Oui, bon, enfin après on a chacun nos idées, mais disons que ce qui était intéressant dans les statistiques de la sécurité sociale, c'est que vous avez montré qu'il y a des patients, on ne sait pas très bien pourquoi, c'est pas l'alcool, c'est pas la neurologie. On a quand même maintenant un certain nombre de patients qui ont des problèmes de troubles du comportement alimentaire, qui sont pas répertoriés là-dedans, des patients qui sont sous cocaïne, le crack surtout. Donc je pense que tout ce qui entraîne une pulsion, tout ce qui est un craving, tout ce qui est quelque chose d'irrépressible, où vraiment le patient ne peut pas se contrôler, et donc ça c'est quand même quelque part le crack et puis les compulsions alimentaires. Je pense, moi, avec mon expérience qui est petite mais qui existe, sur 5 ans, c'est que ça marche. Alors dans notre étude, on a quelques patients sous cocaïne et on a des troubles de comportement alimentaire, mais il n'y en a pas assez pour qu'on puisse tirer des chiffres statistiques par rapport au placebo. Mais on peut imaginer, on en parlera cet après-midi avec le RESAB, on a à peu près 500 médecins dans ce réseau. On peut tout à fait imaginer faire une étude maintenant sur les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est une ouverture importante. Alors quand on dit que ça marche sur toutes les addictions, évidemment pour moi ça me laisse un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas, je veux dire, mais ça on peut en discuter. Alors, mon voisin, qui est le professeur Dubois, qui est spécialiste du tabac, va nous dire ce qu'il en pense. Alors, je suis pas tabacologue. Alors, en fait, j'ai indiqué tout à l'heure, j'ai commencé dans l'alcool, je suis passé à tabac, je suis revenu sur alcool avec l'Alliance Prévention. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que cette description de l'inappétence pour un produit, à ma connaissance, ça a d'abord été décrite dans le domaine tabac avec le Ziban. Le Ziban était un mauvais antidépresseur qui n'était pas sur le marché français parce que c'était un mauvais antidépresseur, mais sur le marché américain. Et un certain nombre de déprimés fumeurs ont décrit cet effet secondaire curieux. Ils arrêtaient de fumer sans vraiment le vouloir et en disant j'ai plus envie. Voilà. Et donc à ma connaissance, mais j'ai pas fait de bibliographie, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai rencontré cette notion d'inappétence et d'arrêt sans volonté d'arrêt décrite, et c'était avec Ziban et tabac.
Voilà la question, et est-ce qu'on commence à cerner le profil des patients qui sont des bons répondeurs au baclofène? Bon, toujours les cliniciens, là. Le premier profil, c'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que le patient qui est amené par son voisin, par sa cousine, par sa femme, je veux dire que ce qu'on appelle nous une motivation extrinsèque, ça ne marche pas plus. Enfin, dire que il va pas le prendre, ou il va le prendre, il va avoir tous les effets secondaires, ce qui est normal, il va résister. Donc il faut le premier critère, mais c'est pour toutes les pathologies. C'est pour toutes les pathologies, c'est pareil. Il faut une motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'il faut que le patient y vienne et qu'il ait envie qu'on le prenne en charge, parce que c'est une prise en charge, on l'a peut-être pas assez dit, mais globale, biomédico-psychosociale. C'est pas simplement biomédical. Il y a une prise en charge psychosociale importante. Et donc, ça c'est le premier critère. Le patient, il doit avoir envie de sortir de son problème, de sa souffrance, parce que c'est une souffrance, l'alcool. Je veux dire que l'alcool est un produit, bon, mais c'est une souffrance, et donc pour moi, c'est le premier critère. Après, moi, j'ai pas vraiment de critères sortis pour pouvoir typologier le patient. C'est pour ça qu'on a fait des tas d'échelles dans nos études avec Michel Reynaud pour pouvoir essayer de voir si c'est plus les déplacements dépressifs. Alors peut-être l'anxiété physique. Oui, peut-être ce qu'a montré bien Amezen, peut-être que l'anxiété physique, c'est-à-dire le patient qui vient vous voir en disant « Moi, je prends de l'alcool parce que j'ai un nœud, j'ai une boule, j'ai des crampes, et quand je bois, il n'y a que ça qui me soulage. » Donc là, c'est sûr que le baclofène est une bonne indication. Donc c'était physique. Psychique, c'est différent. Enfin, moi, c'est mon opinion maintenant, je peux demander. Catherine Hill voudrait dire... Un peu pareil, c'est-à-dire on semblerait aller vers les patients qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques associés seraient peut-être meilleurs répondeurs que les buveurs d'habitude. Mais il y aura encore des tas d'essais à faire. Il pourrait y avoir de la pharmacogénétique. Il pourrait y avoir de la pharmacogénétique qui permet de voir pourquoi tel patient répond. Mais sinon, on a tous eu des surprises de patients dont on pensait qu'ils ne s'en sortiraient pas et qui vont très bien, et puis d'autres pour lesquels c'est l'inverse. Non, merci. Non, Renaud, non. Donc Catherine. Mais il faut faire attention. C'est un problème de méthodologie, c'est-à-dire que les bons répondeurs, ça peut être les mêmes qui vont être aussi des bons répondeurs au placebo. Donc il faut faire la différence. Il faut vraiment trouver s'il y a des gens qui répondent au baclofène, qui ont des caractéristiques spécifiques et qui ne sont pas les mêmes qui répondent aussi au placebo. Sinon, c'est pas très intéressant. Et c'est sûr que les gens qui sont motivés, ils vont aussi mieux avoir un meilleur taux de succès avec le placebo qu'avec le produit actif. Donc il faut trouver, c'est un problème de différentiel entre le groupe traité par baclofène et le groupe placebo. Sinon, on va retrouver des banalités pas très intéressantes et qui ne sont pas du tout spécifiques du baclofène. Votre question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au baclofène? Ce que j'entends de vos réponses, messieurs, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas. Exact. Donc on va peut-être passer au sujet suivant, c'est-à-dire la position de la NSM et le point de vue de la CNAM. Alors je crois que Monsieur Maranaki est parti, mais il y a son assistant qui est là, Florent Pellerin-Dureau, c'est ça? Donc pourquoi est-ce qu'on envisage une RTU actuellement alors que les essais cliniques ne sont pas terminés, c'est ça? Je peux déjà vous faire une réponse très technocratique, parce qu'on en a été saisi, mais ça ne répond pas à la question sérieusement. Je suis content de votre question pertinente. Parlez parce qu'elle montre quand même plus près du micro. C'est mieux comme ça. Elle montre quand même ce que montrait mon collègue le Dr Veil de la CNAM, qui est que à l'heure actuelle, les patients et les prescripteurs ont accès à ce médicament. Donc l'agence ne peut pas encourager stricto sensu une prescription en AMM, mais le législateur français n'a pas prévu que la prescription en AMM soit interdite. Il a bien prévu que chaque prescripteur, devant chaque patient, évaluait le rapport bénéfice-risque du médicament et pouvait le faire. Donc, je suis content de votre question qui montre quand même que l'accessibilité à l'heure actuelle est possible. Il y a un certain nombre de pays dans le monde où, quand vous prescrivez hors AMM, votre système de sécurité sociale, en l'occurrence d'assurance privée, voire même mutualiste, l'interdit. Et donc, où cette prise en charge, même si elle était théoriquement possible, vu le coût du médicament à forte dose, la prise en charge ne le serait pas. Donc, dont acte de votre question, qui déjà apporte une réponse que je n'ai pas à faire. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on constate que le nombre de patients traités atteint ce chiffre-là, c'est une interrogation pour l'ensemble de la communauté, on va dire réglementaire, administrative et scientifique. Et donc, il apparaît important
d'encadrer cette prescription. C'est-à-dire que une prescription avec un bénéfice-risque individuel pour quelques patients pose toujours question, mais ne devient pas un problème majeur de santé publique. Quand on atteint cet ordre de grandeur, il est évident qu'il y a un problème de santé publique dont il faut qu'on se saisisse. Autrement dit, on fait l'état des lieux de la littérature. Vous avez vu ce que M. de Beaurepaire vous a présenté. On est déjà sur ce sujet depuis le long semestre. La NSM a accompagné fortement la montée de ces 2 essais en France. Elle les suit tout particulièrement afin que tout se passe bien. Je vous rappelle simplement qu'il y a 3 essais dans le monde à forte dose, les 2 en France à l'heure actuelle, et un 3e qui a débuté à peine il y a quelques mois aux Pays-Bas et qui lui-même ne se tient que parce qu'il y a un mécène millionnaire qui a décidé de financer l'essai. Autrement dit, la France est quand même très en avance en termes d'essais cliniques, puisque, à ma connaissance, dans toutes les bases de données dont on dispose et qu'on peut enregistrer, ces 2 essais-là sont très en pointe. Donc la RTU est pour nous un moyen de faire l'état des lieux de ce qui est possible et d'indiquer aux prescripteurs et aux patients qui bénéficient de ce médicament en dehors de ce qui est prévu par l'AMM quelles sont les conditions de sécurité et d'efficacité attendues. Présomption d'efficacité à l'heure actuelle. Les données de la littérature n'affirment pas l'efficacité, mais il y a une forte présomption. Et le point majeur pour nous est de faire le point sur la sécurité de ce médicament. Voilà. Donc il y a un vrai problème de RTU. Un certain nombre d'interlocuteurs nous ont saisi. La RTU, c'est comme le disait M. Maranaki, un phénomène, un processus à peu près unique dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prescription hors AMM dans le monde qui est tolérée, mais le fait que ce soit encadré comme ça par une agence qui s'autosaisisse, c'est unique. Et donc le but est que les patients puissent en bénéficier avec le plus de sécurité possible. Voilà pourquoi il y avait urgence. Vous avez vu sur les chiffres présentés par M. Veil l'impact d'un point d'information de la NSM qui mentionnait simplement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tout médicament peut être prescrit en France avec une appréciation du bénéfice-risque individuel sous la responsabilité du prescripteur. Et donc, il n'est pas impossible qu'étant donné les centaines de milliers de patients potentiellement concernés par ce médicament, il y ait une forte augmentation des ventes. Oui. C'est une raison supplémentaire pour encadrer avec à la fois plein de bon sens, mais aussi plein de rigueur, une prescription à venir. Monsieur Alain Veil. Oui, peut-être pour revenir à la question précédente là sur la RTU. Donc, pour l'assurance maladie, c'est quelque chose d'important parce qu'on était quand même dans une situation, je dirais, que j'ai qualifiée d'inconfortable tout à l'heure pour tout le monde. Ça permet de façon légale le remboursement du baclofène dans une indication de dépendance à l'alcool, la RTU. Donc c'est quand même quelque chose qui est majeur, qui évite de se retrouver dans des difficultés éventuelles juridiques. Deuxième chose, ça permettra probablement de mieux préciser ce qui est forte dose, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a différentes doses, mais pourquoi pas encore le double, etc. Je pense que ça donnera des critères, des repères par rapport au type de dose que peuvent mettre en place ceux qui prescrivent. Et enfin, troisième élément, ça peut être du domaine de la RTU, il peut y avoir un problème de qualification de ceux qui sont autorisés à prescrire dans le cadre d'une RTU. Là, Monsieur Maranaki a, semble-t-il, eu des mots extrêmement larges pour la qualification de ces prescripteurs, mais en tous les cas, ces indications données par l'autorité de compétence sont tout à fait importantes pour l'assurance maladie. Vous comprendrez bien que certaines RTU, par exemple, dans des cas de chimiothérapie anticancéreuse, sont réservées à des centres très spécialisés et le généraliste ne peut pas de lui-même prescrire. Donc une RTU est une sécurisation à la fois sanitaire pour tout le monde, pour le prescripteur et pour les patients, avec des guides mieux établis, une possibilité de remboursement dans l'attente des résultats des essais thérapeutiques. Merci. Bernard Granger, tu voulais poser une question ? Non, je voulais pas poser vraiment une question, je voulais apporter un complément de réponse à la question pourquoi une RTU, ça sert à rien puisque on peut prescrire le médicament. En réalité, non, la RTU va tout changer. Ça a été indiqué par les autorités. Monsieur Maranaki a très bien dit que c'était, et c'est ça sur quoi il faut insister, c'est que ça sera pour les patients la possibilité d'avoir accès à ce traitement, enfin, sans réticence et sans obstacle brandi actuellement par beaucoup de médecins à qui
les patients demandent la prescription et à qui on la refuse. On a très bien vu que les médecins qui sont des médecins généralistes, la plupart des prescripteurs sont des médecins généralistes courageux parce qu'ils le font à leur propre risque. À partir du moment où il y a une RTU, ceux qui sont moins courageux mais qui aimeraient bien le prescrire et qui attendent la position officielle vont pouvoir le faire. Et on peut, sans risque de se tromper, prévoir une explosion des prescriptions, mais pour le plus grand bienfait des malades dans la vraie vie, comme y a insisté Monsieur Maranaki. Donc la RTU, et c'est pour ça que nous la réclamons et que nous disons plus de 100 morts par jour, ça suffit, ça va faire basculer le statut des prescriptions et donner accès à un nombre beaucoup plus large de patients le médicament. Alors ça plaira pas à certains, c'est certain, on sait qui c'est, ils ont été cités tout à l'heure. Il y a aussi des médicaments concurrents. Ça plaira pas à tout le monde, mais je crois que pour les patients, c'est une nouvelle tout à fait remarquable et je crois que c'est la nouvelle du jour. Merci. Je reprends la parole, je suis désolé, mais je suis obligé juste de préciser des choses qui sont quand même assez formellement importantes. La RTU est toujours en cours d'instruction et n'a pas encore été accordée. Il y a un certain nombre de commissions et de consultations internes et paritaires que l'agence doit consulter avant d'accorder une RTU, et donc il serait non à propos que ces commissions et ces instances de consultation aient l'impression qu'on leur force la main. Donc on fait ce travail d'instruction, on leur présente un certain nombre de données dont vous avez eu connaissance ce matin, et ensuite, après consultation, la décision sera prise. Donc, juste pour rappeler que formellement, l'instruction de la RTU est encore en cours. Le deuxième point, c'est que le premier passage en commission, alors dans quel délai? Je vous rappelle, pour l'instant, aucune RTU n'a été accordée en France, puisque c'est un processus à la fois récent et pour lequel ni l'agence française ni aucune agence dans le monde n'a d'expérience, donc c'est quand même un processus novateur et pas d'une simplicité biblique. L'objectif est que le passage en commission et dans les différentes instances ait lieu au cours de l'été. Voilà. Donc ça veut dire assez vite et avant la fin 2013 bien entendu, et dans le courant de l'été, c'est l'objectif. Voilà. Il a dit oui, moi j'ai entendu fin juin, début juillet. Voilà, nous avons entre autres, ça n'est pas la seule, nous avons entre autres une commission qui doit se tenir lieu début juillet. Donc, entre autres cette commission, je pense que ni vous ni moi ne pouvons préjuger de ce que décidera cette commission, puisque l'essence même d'une commission que l'on consulte pour avoir un avis, qui permet à l'agence d'être transparente dans sa communication et dans ses données, et je pense que c'est important, y compris ici qu'on respecte ce travail des commissions, c'est de le prendre en compte. Donc on ne peut pas arriver devant une commission avec un dossier, quand bien même on a une proposition et une idée claire et nette de ce qu'on veut faire, en préjugeant de ce qu'elle va décider. C'est juste relativement impossible. Bon, attendez. Il va falloir avancer un peu. Hein. Les commissions, elles existent, elles ont été créées avec la nouvelle agence. Il existe 4 commissions, dont celles qui sont chargées d'étudier particulièrement les nouvelles demandes d'AMM, les nouvelles demandes d'ATU et les nouvelles demandes de RTU. Donc, vous ne pouvez pas, mais surtout moi, je ne peux pas préjuger de ce que va décider cette commission que je suis obligé de consulter. C'est un point formel, mais en tant que représentant d'une agence de régulation, vous comprenez que je suis obligé de le rappeler. Le deuxième point, c'est j'ai entendu beaucoup de questions sur un certain nombre de points techniques concernant le baclofène, qui sont des questions que tout le monde se pose. Les patients âgés qui souffrent d'alcoolisme n'ont pour l'instant pas été inclus dans les études. Les patients qui souffrent de pathologies psychiatriques graves, qui sont des contre-indications relatives à l'emploi du baclofène, n'ont pas pu être inclus dans certaines études. Des questions de facteurs prédictifs d'efficacité, de facteurs prédictifs d'effets indésirables, de pharmacogénomiques, n'ont, pour l'instant, et c'est normal, pas pu encore être pris en compte. Et donc, le message, il est clair aussi. Il y a encore besoin, et il y aura besoin de nombreux essais cliniques pour améliorer les connaissances de tout le monde sur le baclofène. C'est ce que rappelait M. Maranaki tout à l'heure. Il y a un certain nombre de médicaments dans ce domaine qui ont eu des essais cliniques. Le domaine les alcoologues le connaissent bien mieux que moi depuis 20 ans. Et au fur et à mesure du temps, des essais cliniques amènent des informations, parfois les tempèrent, parfois en contradiction. Donc il y a 2 essais cliniques, encore une fois, majeurs, et il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde à forte dose en France, et c'est très bien et on l'encourage, mais c'est un grand début. Voilà, c'est un grand début. Une idée du coût du traitement par baclofène?
Bon, ce que je veux dire, on a un réseau de médecins prescripteurs, le RESAB, on regroupe 500 médecins prescripteurs et on a les informations qui remontent. Un patient qui a la CMU et qui a le RSA, qui touche 480 € et quelques par mois, qui prend 20 comprimés de baclofène, ça lui coûte 80 €. Il peut pas le payer pour le moment. Donc il y a vraiment un accès aux soins difficile par rapport à ça. Et le fait que ça soit remboursé, c'est une excellente nouvelle, même si la boîte n'est pas n'est pas très chère. Oui, non mais c'est pas une raison. Il y a une inégalité manifeste par rapport à ça. Un produit doit être remboursé comme les autres. Et juste pour répondre sur la question de la RTU auprès des généralistes, qui sont l'essentiel des prescripteurs, aujourd'hui, quand on s'adresse à nos instances comme la DGS, le bureau addiction, on lui demande de nous aider parce qu'on a besoin de faire un site internet de formation, de faire des formations, on nous répond non, votre médicament n'est pas autorisé. J'ai écrit à Marisol Touraine, elle m'a répondu gentiment qu'elle était prise, à Claude Eva qu'il était pris, à monsieur le directeur de la santé qu'il était pris. On a au niveau du ministère beaucoup d'efforts à faire. Le fait que la RTU existe et que de ce point de vue-là, on a une reconnaissance officielle, pourrait nous ouvrir des portes parce que manifestement, les besoins de formation sont immenses. On a vu dans l'étude qu'il y avait, la plupart des généralistes n'ont que quelques patients. Il nous faut effectivement trouver un mode de formation et des moyens pour ça. C'est tout ce que je voulais rajouter. Bon, Jean Yvenot attaque la CNAM, gentiment, en leur disant pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place une surveillance prospective, c'est ça? Alors non, on essaye en harmonie avec la NSM de suivre ça au jour le jour. Et d'ailleurs, M. Maranaki nous a demandé formellement dans un courrier qu'il a écrit il y a quelques semaines, de l'aider à suivre et à mesurer les effets indésirables du produit. Et je pense que ça va être fait de façon commune. Voilà. Bon, non. Là, je crois qu'en tout cas, par rapport à ce problème, on a essayé de le suivre. Alors, est-ce qu'on peut parler de temps réel, de retard important, de ce que vous voulez? On essaie là de le suivre, je dirais, trimestre par trimestre, en temps réel. Et je vous ai présenté des données quand même de la fin de l'année 2012. Tu veux dire un mot? Je précise d'ailleurs qu'elles étaient entachées de légers petits biais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il nous manquait certaines données hospitalières qu'on n'a toujours pas récupérées à la date qu'il est aujourd'hui. On rentre pas dans les détails, mais c'est pas toujours si simple de faire du temps réel. Bon, le professeur Dubois veut dire un petit mot aussi. Oui, j'ai passé 10 ans à la CNAM il y a longtemps. Alors je voudrais dire que pour une fois qu'il y a une utilisation intelligente des données de l'assurance maladie, il vaudrait mieux les saluer. Voilà. Bon, on va passer à la dernière partie de cette matinée, donc la mortalité attribuable et puis la prévention. Donc la question, c'est à propos des cures, du suivi psychologique du baclofène. Enfin, c'est assez complexe votre question, mais M. Philippe Jory va répondre. Oui, mais je pense que la sécurité sociale va répondre aussi. Mais ce que je veux dire, parce que c'est un peu la définition de la médecine générale, c'est une prise en charge globale. C'est biomédico-psychosocial. Et je veux qu'on arrête de croire que le médecin généraliste ne fait que prescrire des médicaments. Je veux dire qu'il y a une prise en charge globale, on travaille en équipe. Il y a aussi, dans la définition de la médecine générale, il y a cette prise en charge globale, il y a la continuité, c'est-à-dire qu'on continue à voir les gens, et puis il y a aussi le travail en équipe, il y a la coordination. Et donc on n'est absolument pas contre du tout, ni contre les psychologues, ni contre les psychiatres, c'est un travail d'équipe. Et une prise en charge, il y a des patients qui n'ont pas besoin de psychothérapie, il y en a qui ont été massacrés par la vie et qui ont trouvé l'alcool comme traitement. Et donc ces patients-là, évidemment qu'ils ont besoin d'une prise en charge lourde et tout ça, mais le généraliste, il va pas tout faire. L'addictologue non plus. C'est une prise en charge globale et je crois qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est simplement un prescripteur de médicaments. C'est pareil pour la buprenorphine. Bon, il y a aussi M. Veil qui voulait... Ah non, il y a une autre question. Un tout petit mot complémentaire, parce que effectivement, on a pu dire, mais que ça allait mettre fin à tous les services d'alcoolologie et à tous les alcoologues. C'est pas l'impression que j'ai. Je pense que même si ce médicament marche, il y a des patients pour lesquels il marche pas très bien, et il y a des patients qui, de toute façon, ont besoin d'un accompagnement psychologique, social, voire d'une aide institutionnelle pendant un temps. Et comme le fait d'avoir bénéficié de la méthadone
ou du Subutex n'a pas mis fin au service d'addictologie orienté vers les patients les plus en difficulté. Donc je crois que j'espère que ça sera un faux problème et qu'on n'obligera pas d'abord à prendre du baclofène à l'exclusion d'absolument toute entrée dans le système de soins. Je pense qu'il y a des tas de façons d'évoluer et de demander une aide. Il faut surtout ouvrir toutes les portes possibles. Bon, il y a Monsieur Veil qui veut intervenir aussi. Voilà. Moi j'ai dit que si. Oui, juste, je vous invite par exemple à aller sur le site de l'agence et à consulter le dernier compte-rendu de la commission, la même qui va examiner la RTU baclofène prochainement, puisqu'un médicament concurrent, peu importe son nom, qui vient d'obtenir une AMM centralisée européenne, a été étudié, et il va de soi à peu près aujourd'hui en 2013 que tout médicament dans le traitement d'une addiction au sens large, incluant l'addiction alcoolique mais pas seulement, mentionne que un médicament doit être associé à une prise en charge psychosociale et psychologique particulière. Donc sur la partie remboursement, je dirais là ce sera très technique au cas par cas et je laisserai mon collègue de la CNAM répondre, mais de toute manière cette mention-là, et comme tous les participants cliniques viennent de le rappeler, figure de plus dans les mentions des AMM des médicaments concernés. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de modification des conditions de remboursement. Il y a qu'un plus, c'est d'avoir une possibilité d'avoir du baclofène qui est remboursé, quel que soit le type de prise en charge. Maintenant, si on se place dans quelques années, il n'est pas aussi totalement exclu que le baclofène modifie l'économie générale des prises en charge des dépendances alcooliques. Peut-être y aura-t-il moins de malades hospitalisés et plus de malades suivis en ville. Enfin, c'est une hypothèse qui est en tous les cas envisageable. Si on fait le parallèle dans l'histoire avec ce qui s'est passé pour le sida, il y avait un moment beaucoup de patients VIH qui étaient hospitalisés dans des services hospitaliers, et puis quand les thérapeutiques antirétrovirales sont apparus et étaient efficaces, ces services ont été vidés de patients, voire ont disparu et été transformés pour d'autres types de soins, pour d'autres patients. Enfin, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Chemin parcouru. Une question pour Alain Veil, une question pour Catherine Hill. Alain Veil, j'étais surpris de voir que sur vos courbes, à la fin de l'année 2012, il y avait une chute brutale à la fois des prescriptions et peut-être des nouvelles prescriptions. Je crois qu'on a vu à 2 reprises. S'agit-il d'un effet de connaissance seulement retardé à venir des données, auquel cas il vaudrait mieux pas montrer ça, ou s'agit-il d'une autre explication? Et à Catherine Hill, vous n'avez jamais parlé du tabac. Le tabac est un cofacteur extrêmement important dans la morbimortalité due à l'alcool. D'ailleurs, sur une de vos plaques, on voit que les 2 principales causes de mortalité, cette fois-ci pas morbidité en rapport avec l'alcool, sont le cancer et les maladies cardiovasculaires. Les 2 principales causes de mortalité, complications de l'alcool, sont également des comorbidités du tabac. Tous les patients qui consomment, tous les Français, qui consomment de l'alcool, notamment en quantité qualifiable de modérée, jusqu'à 20 grammes par jour par exemple, ne sont pas fumeurs. En bas de l'échelle de consommation, il y a moins de 50% de fumeurs, peut-être 30% comme de la population générale. En haut, il y en a 80%, 90%. Est-ce que vous avez des données qui permettraient de resituer le risque lié à l'alcool, des consommations encore modérées, mettons moins de 20 grammes, chez les patients non fumeurs, dont il existe un très très grand nombre dans notre pays? Je vais peut-être commencer. Donc pour la fin de l'année 2012, il y avait effectivement une baisse relativement importante des initiations de baclofène et également une petite baisse, si vous avez vu, des initiations pour motifs neurologiques. Alors effectivement, ça correspond à une légère carence d'information, mais la baisse était quand même réelle par rapport au 3e trimestre. Donc on a souhaité quand même laisser ce graphique qui sera amélioré puisqu'on va avoir d'ici 15 jours ou un mois la totalité des informations hospitalières de l'année 2012. Donc cette courbe sera très légèrement modifiée. Voilà. Mais il y avait moins qu'au trimestre précédent de façon incontestable. Je vous remercie d'avoir posé cette question sur les effets conjoints du tabac et de l'alcool. En fait, moi, au départ, je faisais de l'épidémiologie des cancers. Donc, je me suis d'abord intéressée au tabac, puis ensuite à l'alcool.
Et bien sûr, je m'intéresse à l'association des deux. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Il y a une partie de recouvrement dans le travail que nous avons fait avec les gens du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine il y a quelques années sur la mortalité attribuable, sur les risques, sur les causes de cancer. Nous avions fait ce travail de voir ce qui était dû au tabac, ce qui était dû à l'alcool et quelle était la partie qui se recouvrait. Pour ce qui est des cancers, il y a un recouvrement qui n'est pas complet, parce qu'il y a des cancers, par exemple, le risque de cancer du sein est augmenté par l'alcool, mais il n'est pas augmenté par le tabac, etc. Donc, bien sûr, pour le larynx, pour l'œsophage, etc., il y a une association entre les deux. Et c'était ma contribution à ce rapport du CIRC, qui s'appelait The Causes of Cancer in France, de dire qu'il fallait que ce soit nous qui fassions ces calculs des fractions attribuables à l'ensemble tabac et alcool. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avions trouvé à l'époque, c'était les données de 2000, que 24% des cancers étaient attribuables au tabac, 7% à l'alcool, et l'addition 24 plus 7 faisait 28, parce que le recouvrement n'était pas complet. Je n'ai pas encore fait ce travail pour l'ensemble des maladies liées au tabac et à l'alcool, mais j'ai fait des simulations pour regarder si les approximations que nous avons utilisées pour le cancer, qui arrivaient à ces résultats, faisaient des hypothèses simplificatrices, il y avait indépendance des expositions, ce que nous savons être inexact. Les fumeurs boivent plus que les non-fumeurs et les buveurs fument plus que les non-buveurs. Et supposer aussi que les risques étaient multiplicatifs. Et j'ai un papier que j'ai soumis, Dieu sait quand il sera publié, je vais peut-être me faire jeter plusieurs fois, comme pour la mortalité attribuable à l'alcool, et ça montre qu'en fait c'est très robuste aux hypothèses. Il faut des écarts, faudrait des écarts très improbables. Donc en première approximation, la fraction attribuable à l'ensemble peut se calculer très facilement en faisant un petit calcul que j'ai oublié temporairement, ça va m'en revenir dans 5 minutes. C'est la somme des deux moins le produit des deux. Donc c'est très simple. Et ça marche, et c'est à peu près correct. Donc on peut très bien séparer les effets, et j'avais l'intention de le faire, et ça ne va pas changer énormément. Il y a une partie de recouvrement, bien sûr, parce que le tabac va augmenter certains risques, et l'alcool aussi. Si on évite le tabac, on réduit les risques comme dans les estimations. Si on évite l'alcool, on réduit les risques comme dans les estimations, mais il y a une partie qui se recouvre. Et ces trucs ne s'additionnent pas. Est-ce que dans l'histoire du médicament, il y a des exemples qui ressemblent au baclofène? Il y a 35 comme contraceptif. Écoutez, on a... Oui. Le Temgesic que j'ai prescrit à 80 comprimés par jour. Maintenant, ça correspond à 2 comprimés de Subutex 8 mg. Voilà, c'est la même chose. Pour moi, il fallait se lancer, il fallait écrire sur une ordonnance 80 comprimés par jour, mais c'est les patients qui nous l'ont demandé. Et c'est pareil, là c'est les patients, c'est les réseaux, c'est Aube, baclofène, qui nous ont poussé et qui ont poussé. Et c'est la même chose. Le produit n'a pas la même action, mais tous les traitements qu'on appelle de substitution, qui sont pas des substitutions, c'est des traitements psychotropes. Eh bien c'est pareil, on a commencé par prescrire. Les patients venaient nous voir en disant le Temgesic c'est formidable, mais moi j'en prends 10, 15, 20. Je dis attendez, 10, 15, 20, c'est 2 maximum, hein, la MM c'était 4. Donc, et on a commencé à prescrire, et puis ils nous en demandaient, puis ils nous disaient, c'est formidable, avec 80 comprimés, je me suis jamais senti aussi bien. Et ça ne fait que 16 mg, et ça fait que 2 comprimés actuellement. C'est la même chose. Est-ce que le baclofène est dangereux pour les gens de plus de 65 ans? Tout est dangereux à cet âge-là. Non, mais Philippe Jory ou... Non, nous, on l'a exclu parce que on s'est rendu compte d'abord que c'était une prévalence plus faible, même si les personnes âgées boivent beaucoup et ont des problèmes d'alcool, mais surtout il y a des comorbidités très importantes qui peuvent gêner au niveau de l'étude. Et disons que la NSM nous a demandé de limiter à 65 ans. Oui, la question est, est-ce qu'il y a une surveillance des patients sous baclofène? Je pense que oui, je peux dire oui. Oui, surveillance de la consommation d'alcool. Vous parlez des études ou vous parlez des patients comme ça, lambda, en ville? Les deux. Attendez, il y a une surveillance à partir du moment où on prescrit, à partir du moment où on fait une ordonnance, obligatoirement, on va demander où est-ce qu'ils en sont. Obligatoirement, on va demander s'ils continuent à boire, s'ils boivent. Est-ce que c'est déclaratif? Mais comment vous voulez faire un contrôle? Que vous proposez? Souffler dans un ballon, ça n'est pas la culture. Ce n'est pas la culture française. Ce n'est pas la culture française de faire de faire souffler nos patients dans les cabinets. En quoi?
Mais en labo, on surveille de façon normale l'état du foie, l'état du pancréas, l'état cardiaque. C'est le boulot de tout médecin de surveiller son patient. Et donc, il est évident qu'on a des... Pardon ? Oui, il y a des marqueurs biologiques, ben oui. Il y a des Bien marqueurs sûr. de la consommation d'alcool, Bien mais sûr. ils ne sont pas remboursés. Ça dépend lesquels. Dans l'essai, on les étudie. Dans l'essai, on étudie tous les marqueurs alcool. Bon, y a-t-il d'autres questions courtes Je réponds parce que c'est une bonne question. On a des marqueurs biologiques, notamment les gamma GT et CDT, qui sont un bon outil d'évolution, qui montre si ça augmente ou si ça diminue. Même si ça ne fait pas un diagnostic, c'est un bon outil de suivi. Dans les essais, effectivement, on a à la fois ces outils-là et un recueil de la consommation de façon extrêmement précise. Sachant que c'est un peu différent dans l'essai de Philippe, qui lui autorise les consommations. Nous, c'est plutôt, on en a plutôt moins puisque le but, c'est l'abstinence. L'autre intérêt de la RTU, ça sera justement de mettre en place un outil de suivi un peu plus rigoureux quand on s'inquiète des problèmes de pharmacovigilance, quand on aura, j'imagine que la RTU s'associera à une évaluation des effets secondaires, un report des effets secondaires qui devront être faits au laboratoire, et le laboratoire aura sûrement beaucoup plus de contraintes qu'il en a maintenant, et donc on peut penser qu'un des intérêts de la RTU, ça sera un suivi plus approfondi des effets secondaires. Jean-Yves Naud a demandé la parole. Alors Catherine, Catherine d'abord. Non, je vais juste revenir sur la question de l'âge. En fait, la question il y a deux questions différentes. On va utiliser le baclofène chez les gens, chez qui les généralistes pensent que c'est utile, et donc il y aura forcément des gens plus âgés. Mais dans les essais, ça complique beaucoup les essais d'inclure. Il n'y a pas beaucoup de patients, ce sont des essais assez petits. Et donc, si on inclut des patients âgés, ils vont avoir d'autres maladies, et ils vont mourir d'autres choses, ils vont avoir d'autres problèmes, ils vont être hospitalisés pour autre chose, et ça sera perdu de l'information pour l'essai, puisqu'il y en aura autant dans les deux groupes par hasard, mais c'est pour ça que dans les essais, quelquefois, on met des limites d'âge. Mais quelquefois, on met des limites d'âge qui sont exagérées, parce qu'il faut quand même que ça colle un peu à la pratique. Donc c'est un peu trouver le bon équilibre entre la perturbation par les comorbidités et le fait d'ignorer une fraction trop importante des patients à venir. Bon, alors on va une dernière question pour Jean-Yves Naud. Bon, bah, puis je vais en profiter, je vais en poser deux, comme ça sera... Ouais, tu en poses deux. Dans la foulée de mon confrère de Ouest France, dans l'histoire de la médecine, bon, vous avez répondu, mais comment expliquer que la France, est-ce que c'est un phénomène spécifiquement français, ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis du baclofène et ce qui nous réunit aujourd'hui? Ça, c'est la première question, je ne sais pas qui répondra. Est-ce que c'est un phénomène français et pourquoi? Et une sous-question, pourquoi dans cette France qui estime, en tout cas dans son corps médical et dans ses pouvoirs publics, avoir fait œuvre utile en matière de réduction des risques, de politique de réduction des risques, qui a démarré avec la libération des seringues pour les toxicomanes, etc., etc. Pourquoi est-ce que ça bute sur l'alcool et le tabac, la cigarette électronique d'un côté, le baclofène de l'autre? Je crois que là, c'est mon voisin Gérard Dubois qui va répondre. Il me dit qu'on ne s'intéresse pas à la prévention, mais si, tu vois. Oui, c'est pour ça, un quart d'heure pour la prévention, c'était trop. Alors, ce que je voudrais simplement indiquer, je rappelle l'histoire du Ziban et tabac. En fait, le Ziban était un mauvais antidépresseur, et il était tellement mauvais qu'il n'a pas été adopté sur le marché français, mais il était sur le marché américain. Et c'est sur le marché américain qu'a été décrit cette inappétence qui a fait l'objet d'études complémentaires, et ensuite, en changeant le nom du médicament, mais c'est le même principe actif qui a été commercialisé mondialement pour l'arrêt du tabac, et avec cette description d'inappétence. Voilà. Donc c'est pas exclusif à la France. C'est pour ça que je voulais le dire, puisque ce produit n'était même pas sur le marché français à ma connaissance au début. Je rappelle quand même l'exigence réglementaire d'affirmer un bénéfice, de circonscrire un risque. On entend souvent parler de l'Agence nationale de sécurité du médicament ces mois-ci pour les problèmes de risque mal évalués. Donc il est relativement légitime qu'avant qu'un médicament soit prescrit, encouragé, diffusé, l'appréciation de son risque soit bien établie. En l'occurrence, sur ce médicament, qui a un bénéfice certain, les risques sont également majeurs. Donc que des risques soient majeurs n'annule pas un bénéfice immense, mais quand on a des risques majeurs, il ne faut pas les nier, il faut les assumer, les circonscrire et optimiser le bénéfice. Mais
un bénéfice immense peut justifier un risque majeur, mais il ne faut en aucun cas ne pas s'attaquer à ce risque et ne pas le circonscrire. Je conclus en disant que c'était une réunion très intéressante et je remercie tous les intervenants et le public et les journalistes en particulier. Merci à tous.